bonjour tout le monde. Écoutez, d'abord, je veux commencer par remercier le docteur Arruda qui nous a remis sa démission hier. Il a donné tout ce qu'il pouvait depuis 22 mois et évidemment, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je lui ai parlé seul à seul au téléphone et on s'est rappelé les premiers mois qui étaient évidemment très stressants, mais on a réussi à passer au travers puis à prendre au mieux de nos connaissances les décisions qu'on pensait les meilleures. Et donc, vous savez, quand on vit ce genre de drame jour après jour, 7 jours sur 7, ça rapproche et ben, ça me touche parce que le docteur Arruda, c'est quelqu'un de attachant. Et je lui ai dit que, bon, évidemment, il ne quitte pas, il va prendre quelques semaines de repos, mais ensuite, il va venir continuer à nous aider. Et je lui ai dit que je voulais qu'on continue de se parler. Évidemment, être à tous les jours devant les médias, à essayer d'expliquer les décisions, c'est pas facile pour personne, pas facile pour les politiques, pas facile pour les personnes qui ont des responsabilités comme la santé publique. Et je pense effectivement qu'il y a des avantages après un certain temps, après 22 mois, à avoir une nouvelle personne qui prend ces responsabilités-là de direction nationale de la santé publique. Mais je veux, au nom de tous les Québécois, dire un énorme merci au docteur Arruda pour tout ce qu'il a fait, en particulier depuis 22 mois, pour le bien puis pour protéger les Québécois. Maintenant, je veux présenter le docteur Boileau. Docteur Boileau, qui était président, avant les 6, on appelait ça les agences de santé, là, de celles quand même très importantes de la Montérégie, même quand j'étais ministre de la Santé. Il était président aussi de l'INSPQ et actuellement, jusqu'à hier, était président de l'INES. Donc, il a toutes les compétences pour occuper de façon intérimaire ce poste. Et je veux le remercier parce que ce sont des grandes responsabilités. Et évidemment, là, il a accepté rapidement ces grandes responsabilités. Donc, je veux le remercier et souhaiter le bienvenu dans l'équipe. Bon. Maintenant, revenons à la situation de la COVID. Bon, d'abord, je veux vous dire, j'ai eu l'occasion hier après-midi de parler avec les premiers ministres des autres provinces et je peux vous dire que la situation là, est très semblable d'une province à l'autre. Évidemment, pour toutes sortes de raisons, l'indicateur le plus important sur la situation, ce n'est plus le nombre de cas, mais c'est plutôt le nombre d'hospitalisations. Et je dirais même le nombre d'hospitalisations aux soins intensifs. Parce que je vous explique la façon que ça fonctionne au Québec. Dans nos hôpitaux, quand un patient entre puis contracte ou qu'on découvre que cette personne-là a la COVID, c'est calculé au Québec selon un patient COVID. Puis actuellement, quand on regarde nos hospitalisations, il y a à peu près la moitié de nos hospitalisations où ce sont des personnes qui ne sont pas rentrées à l'hôpital parce qu'il y avait la COVID. Mais évidemment, quand on regarde, là, que ce soit les 8000 personnes dans nos hôpitaux, bien, un peu comme dans la population, il y a un certain pourcentage qui a la COVID. Donc, il faut être prudent dans les comparaisons. Faut être prudent aussi, même quand on regarde le nombre de décès, parce que là aussi, il y a des méthodes différentes de comptabiliser les décès. Bon, vous l'avez vu dans les analyses qui sont faites a posteriori
sur la surmortalité, je veux dire, les vraies données comparables, il faut regarder la surmortalité, c'est-à-dire pour une période par rapport à la même période les années avant la pandémie, combien il y a de plus de décès. Puis bon, on le voit, le Québec déclare a une méthode de déclaration qui fait que, a priori, ça peut paraître plus qu'ailleurs, mais quand on compare la surmortalité, c'est pas le cas. Donc, puis regardez aussi la situation du côté des soins intensifs. Actuellement, la situation, puis le nombre de personnes par million d'habitants au Québec aux soins intensifs n'est pas différent de ce qu'on retrouve dans les autres provinces canadiennes. Évidemment, toutes les provinces actuellement ont la même difficulté, c'est que non seulement il y a plus de patients, mais il y a moins d'employés. Actuellement, on a réussi à passer au travers avec la forte augmentation des hospitalisations, mais on calcule actuellement pour être capable de passer au travers les prochaines semaines avec les scénarios, les prévisions d'augmentation, d'hospitalisation pour les prochaines semaines, on calcule qu'on va avoir besoin de 1000 employés de plus dans nos hôpitaux, puis 1500 employés de plus dans nos CHSLD. Depuis quelques jours, le ministre de la Santé, la présidente du Conseil du Trésor, puis le ministre du Travail ont rencontré à quelques reprises les présidents des 5 grands syndicats, là, FTQ, CSN, la FIC, la CSQ, puis l'APTS. Puis je veux en profiter pour les remercier parce que on me dit que le climat est très positif, il y a une belle collaboration. On a eu des propositions de la part des 5 chefs syndicaux, que ce soit pour améliorer l'environnement, pour qu'il soit plus sécuritaire pour les employés, que ce soit pour améliorer l'efficacité d'un point de vue administratif, ou que ce soit pour ajouter des incitatifs financiers pour convaincre les personnes qui peuvent donner plus d'heures de pouvoir donner plus d'heures au cours des prochaines semaines. Et on devrait, le ministre de la Santé devrait, au cours des prochaines heures, annoncer donc des nouvelles mesures après donc ces consultations-là avec les syndicats. Donc, je veux vraiment les remercier parce que c'est très important pour nous. Si on veut passer à travers la tempête qu'on vit actuellement, puis qu'on va vivre malheureusement encore pendant quelques semaines, il faut qu'on travaille tous ensemble et c'est important de le faire avec les représentants des employés. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Puis je suis convaincu qu'ensemble, on va être capable de passer au travers les prochaines semaines. Maintenant, un mot sur les CHSLD. Évidemment, il y a des personnes qui ont été surprises, entre autres dans les Laurentides, de voir que certains patients étaient transférés des hôpitaux vers les CHSLD. Je veux juste dire, là, puis on a discuté beaucoup au cours des derniers jours, c'est pas du tout la même situation dans la plupart des CHSLD qu'on vit actuellement par rapport à ce qu'on a vécu au printemps 2020. D'abord, je le disais tantôt, on calcule qu'il nous manque à peu près 1500 employés. Rappelez-vous, à l'époque, il nous manquait 10 000 employés. Puis la grosse différence, je pense que c'était un bon choix qui a été fait de ce côté-là, c'est qu'on a commencé à donner la 3e dose à tous les résidents de CHSLD puis de RPA. Donc, actuellement, les personnes qui sont atteintes sont moins atteintes, en tout cas les effets sont moins importants. Puis il y a des endroits, puis c'est vraiment du cas par cas, quand c'est possible de voir qu'il y a quelques places disponibles dans un CHSLD avec le personnel disponible, puis que de l'autre côté, on a un hôpital qui est débordé, bien, effectivement, de transférer des patients pour qu'il y ait des meilleurs services. Il y a d'ailleurs des patients qui venaient des CHSLD puis qui doivent retourner dans les CHSLD, mais je veux juste rassurer tout le monde. C'est clair là qu'on ne va pas aller transférer des patients dans des CHSLD qui sont débordés puis qui manquent de personnel ou qu'il y a des éclosions puis que la situation n'est pas sous contrôle.
Mais dans certains cas, c'est préférable pour tout le monde de transférer certaines personnes là où il y a plus de place puis plus de personnel. Parlant de la vaccination, c'est vraiment la clé du succès et je répéterai jamais assez comment c'est important d'aller chercher sa première, sa deuxième, sa troisième dose quand vient notre tour. On est rendu aux 40 ans et plus. Donc, très, très important. Puis, bon, les spécialistes nous le confirment. Les risques sont beaucoup moins élevés d'avoir des hospitalisations quand on a eu nos doses. Et de ce côté-là, ben, je veux le répéter, les Québécois ont été des modèles. La grande majorité des Québécois, quand c'est leur tour d'aller se faire vacciner, vont se faire vacciner. Mais il y a malheureusement encore une petite minorité, là, on parle de 10 % de la population, qui refusent de se faire vacciner. Ça veut dire que même s'il n'y a pas d'enjeux médicaux pour ces personnes-là, ils refusent de se faire vacciner. Puis, vous savez, je comprends, puis je sens cette grogne de la part des Québécois à l'égard de cette minorité qui vient, toute proportion gardée, engorger nos hôpitaux. Parce que je répète les chiffres, même si c'est 10 % seulement des personnes adultes qui ne sont pas vaccinées au Québec, bien, c'est 50 % des lits qui sont occupés aux soins intensifs qui sont des personnes non vaccinées. Donc, je comprends que c'est très choquant parce que ça met un fardeau vraiment trop important sur notre réseau de la santé. Et c'est pour ça que je vous annonce qu'on travaille actuellement sur une contribution santé qui va être chargée à tous les adultes au Québec qui refusent de se faire vacciner. Donc, évidemment, ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales seront exclus, mais on pense qu'on est rendu là. Les personnes qui refusent de se faire vacciner amènent un fardeau sur le personnel, un fardeau financier important pour la majorité des Québécois. Donc, c'est pas vrai que ce 10 % de la population va venir nuire aux 90 % de la population. Donc, on est en train de regarder le montant. On veut que ce soit un montant significatif. Et ben, ce sera un peu une nouvelle contribution santé qui sera exigée. On est en train de regarder avec le ministre des Finances comment l'application va se faire. Mais tous les adultes au Québec qui accepteront pas dans les prochaines semaines d'aller au moins chercher une première dose, ben, auront une facture à payer parce qu'il y a des conséquences sur notre réseau de la santé. Ce n'est pas à l'ensemble des Québécois à payer pour ça. En terminant, ben, je veux dire aux Québécois, là, je l'entends, puis je le perçois comme tout le monde, je sais que vous êtes tannés, entre autres, du couvre-feu, puis on l'a dit, là, dès qu'on va sentir que c'est possible de l'enlever, c'est la première chose qu'on va enlever, puis évidemment, le nouveau directeur national de la santé publique va être consulté, puis il va nous faire des recommandations de ce côté-là. Même chose avec le retour à l'école. Moi, je veux continuer à viser lundi prochain, le 17 janvier, mais je veux que le nouveau directeur national de la santé publique prenne le temps de voir les avantages et les désavantages. Évidemment, retourner à l'école, ça veut dire plus de contacts, mais de l'autre côté, ne pas retourner à l'école, ça pose des enjeux de santé mentale et ça pose aussi des enjeux d'apprentissage puis de retard éventuellement pour certains de nos enfants. Donc, je l'ai toujours dit, puis je l'ai dit clairement au nouveau directeur national, ça reste ma priorité, le retour à l'école. Mais tout ça pour vous dire que je comprends qu'on vous demande encore des sacrifices,
mais on ne le fait pas pour le plaisir, là. Vous le voyez, ici comme ailleurs, il y a une augmentation réelle du nombre de décès. Donc, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, ça devrait nous convaincre de faire encore des sacrifices pour les quelques semaines qui viennent. C'est important aussi, là, puis je veux lancer un message aux 3 partis d'opposition. Je comprends qu'il y a une élection qui s'en vient au mois d'octobre, mais on a besoin, pour les quelques semaines qui viennent, de serrer les coudes puis d'être clair avec les Québécois qu'on a besoin de leur support. Et je sais que certains ont demandé, même si l'Assemblée nationale va recommencer à siéger, que ce soit en virtuel ou autrement, le 1er février, de commencer des rencontres dès maintenant. Donc, j'ai accepté et on va trouver un moyen, comme je l'avais fait, entre autres, lors de la première vague, d'avoir une rencontre téléphonique ou par Teams une fois par semaine pour répondre aux questions avec le ministre de la Santé, aux questions des 3 chefs de l'opposition, puis aussi, évidemment, écouter toutes les suggestions, là. On ne possède pas la vérité, puis il faut vraiment, plus que jamais, travailler ensemble pour être capable de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des Québécois. On vit vraiment une tempête. C'est pas une tempête qui est unique au Québec, c'est une tempête qui est mondiale. Puis je pense que toutes les énergies de tout le monde doivent être mises sur 2 choses au cours des quelques prochaines semaines. 1, aller chercher sa première, 2e, 3e dose quand c'est notre tour. Puis 2, bien, réduire le plus possible nos contacts, surtout avec les personnes qui sont plus âgées. Donc, je compte sur vous. Merci beaucoup. Good afternoon, everyone. First, I would like to thank Dr. Arruda, who resigned yesterday. For 22 months, he has given everything to protect Quebecers against the virus. Dr. Arruda, on behalf of all Quebecers, thank you. Dr. Boileau has agreed to replace him as interim director. I would also like to thank him for taking on this responsibility. We continue to see an increase in hospitalization in Quebec. Our biggest challenge right now is finding enough health workers. We estimate that in the next weeks, we'll need 1,000 additional workers for hospitals and 1,500 for CHSLDs. We're working closely with union leaders to find solutions. For CHSLDs, the situation is difficult, but it doesn't compare to what we saw during the first wave. We have a lot more workers, and almost all residents now have their 3 doses. The vaccine is the key to fight the virus. This is why we're looking for an health contribution for adults who refuse to be vaccinated for non-medical reasons. Those who refuse to receive their first dose in the coming weeks will have to pay a new health contribution. I know the situation is tough, but we can get through this together. We need to focus our efforts on 2 things: getting the first, second, and third doses of vaccine, and reducing our contacts, especially with older people. So I'm counting on you all. Thank you. Donc, on va passer à la période des questions pour les journalistes. On va débuter par les questions des journalistes qui sont sur place. Une question, une sous-question. On va débuter avec Annie Guillemette de Cogeco. Bonjour à tous, bienvenue Dr. Boileau.
Monsieur le Premier ministre, pour la suite des choses pour le poste de directeur national de la santé publique, je vous mets en vrac là, toutes les demandes qu'on a entendues au cours des dernières heures, nomination 2/3 à l'Assemblée nationale, ajout de plus, c'est-à-dire d'avoir plusieurs personnes au comité décisionnel, des personnes scientifiques, publication aussi des recommandations écrites. Quels sont vos engagements pour la suite des choses pour ce poste névralgique-là? Bien, écoutez, d'abord, la priorité, c'est de passer à travers la 5e vague. Donc, actuellement, avant de regarder des changements de structure, de rôle, on va d'abord se concentrer à passer au travers la 5e vague. Maintenant, pour la suite, on n'exclut rien sur les façons de fonctionner du côté de la santé publique, de l'INSPQ, de l'INES. Mais moi, j'ai confiance dans l'indépendance et dans la compétence du Dr Boileau. Mais, je le répète, en bout de ligne, c'est le gouvernement qui décide. Donc, il y aura des recommandations qui vont continuer d'être faites. Régulièrement, ces recommandations-là seront rendues publiques. Mais je le répète, depuis 22 mois, on a toujours suivi les recommandations de la santé publique. On va continuer de le faire. Sur l'annonce que vous faites concernant les non-vaccinés, juste question d'y voir un peu plus clair. Est-ce que, de facto, si je ne suis pas vacciné, je reçois une facture? Ou si, au cas où je me présente à l'hôpital, je dois payer une partie des frais, par exemple? Vous savez quoi la logistique exactement? Bien, écoutez, je comparais ça. Vous savez, au Québec, on est obligé de payer l'assurance médicaments. Donc, si on n'a pas une assurance médicaments de notre employeur, on doit faire une contribution quand on fait notre rapport d'impôt. On est en train de regarder avec le ministre des Finances, Éric Girard, quelle serait la meilleure application, mais l'idée, c'est de dire que toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées, pour des raisons qui ne sont pas médicales, vont avoir à payer une contribution. Donc, ce n'est pas au moment où ils iraient à l'hôpital, c'est tout le monde qui aurait à payer. Merci. Marco Beller-Cirino du Devoir. Oui, justement là-dessus, qu'est-ce qu'un montant significatif? 5 50 500 5 000 Et avez-vous des avis juridiques qui vous laissent penser que cette mesure-là est constitutionnelle, légale? Bon, d'abord, on travaille sur la partie juridique. Pour ce qui est du montant, on veut que ce soit un montant significatif. Donc, 50 ou 100 pour moi, ce n'est pas significatif, mais on n'a pas encore fixé le montant. Très bien. Alors, une question à plusieurs volets. En quoi Dr Boileau est la meilleure personne pour assumer les responsabilités de directeur national de santé publique sur une base intérimaire tout d'abord? Avez-vous considéré d'autres candidatures, notamment celle de Dr Drouin ou de Dr Liu? Et pourquoi avoir préféré celle de Dr Boileau? Et Dr Arruda paie-t-il le prix de l'effritement de l'adhésion populaire aux mesures sanitaires qui ont été prises pour ralentir la flambée de cas et d'hospitalisation liée à la COVID-19? Pourquoi avez-vous accepté sa démission alors que le 30 décembre dernier, vous lui avez réitéré votre confiance? Qu'est-ce qui posait problème? Ses recommandations, son attitude? Bon, d'abord, le docteur Boileau a été président de l'INSPQ puis président de l'INES, donc connaît bien la situation de la santé publique. Donc, il est compétent. On a eu l'occasion de se voir, et puis le ministre de la Santé aussi, une fois par semaine. Donc, on a pu constater aussi sa compétence. Deuxièmement, concernant le docteur Arruda, bien, comme je le disais tantôt, après 22 mois à répondre aux justifications puis à expliquer les choix face aux médias, je peux comprendre que c'est lourd puis qu'il y a des avantages à avoir une nouvelle personne qui soit responsable. C'est tout. On va passer à la presse canadienne. Oui, bonjour, Frédéric Lacroix. J'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure que M. Arruda allait rester dans l'équipe de la santé publique. Quel sera son rôle exactement dans l'équipe? C'est à définir.
C'est à définir, là, mais ça sera avec le ministre de la Santé là, à définir, mais il va continuer de travailler avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je pense que la première chose pour le docteur Arruda que je veux saluer aujourd'hui puis remercier pour toute sa contribution, la première chose qu'on lui doit, c'est quelques semaines de vacances. Alors, le docteur Arruda va prendre un repos très mérité. Je pense qu'on l'a tous vu, on le sait comment c'est exigeant, exactement ce que le premier ministre vient de dire. Alors, moi, je tiens à le remercier. Ça a été des moments excessivement difficiles, particulièrement dans les derniers mois. Je pense qu'on peut juste lui souhaiter à lui puis à sa famille de prendre quelques jours de congé puis aller se reposer. Okay, merci. Et justement, il y a un sondage ce matin qui démontrait là, que le taux d'adhésion des Québécois aux mesures sanitaires semblait s'effriter. Est-ce que vous sentez que vous perdez la confiance des Québécois dans votre gestion, par rapport à votre gestion dans la pandémie? Et qu'est-ce que vous prévoyez faire là, pour rétablir cette adhésion-là? Je pense que c'est normal, après 22 mois, que les personnes soient tannées. Et je parlais avec Christian tantôt, je viens de terminer la biographie de Angela Merkel, qui explique très bien que malgré, on sait toute la discipline du peuple allemand, comment les appuis aux consignes avec les mois, ça a diminué. C'est un peu normal, les gens sont tannés d'avoir des consignes. Donc, je pense que c'est normal, puis c'est pas différent ici de ce qu'on voit ailleurs. On va maintenant passer aux questions des journalistes qui sont en ligne. Juste un rappel, s'il vous plaît, de lever la main sur l'application pour pouvoir avoir un droit de parole. On va débuter par Claudie Côté de TVA. Bonjour à vous trois. Bonjour. D'abord, une question peut-être pour M. Boileau. Une première question. D'abord, bienvenue. Ensuite, beaucoup de parents, beaucoup de professeurs en ce moment se demandent si le retour à l'école va se faire en présence la semaine prochaine. C'est probablement votre plus grosse décision que vous devez rendre dans les prochains jours. Sur quoi va se baser votre décision pour assurer un retour sécuritaire? Et est-ce que vous pensez plus vers un retour en présence ou en virtuel? Alors, je me permettrai au point de départ, vu que j'ai eu l'occasion de parler, de remercier le premier ministre et le ministre de la Santé pour la confiance qu'ils me donnent en m'invitant à assumer cette responsabilité-là qui est très importante et surtout, en plus, de le faire en relais avec la contribution remarquable du docteur Arruda que je connais et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. C'est quelqu'un qui est un collègue méritoire, vous l'avez vu, avec un dévouement exceptionnel et une sensibilité qui est très touchante. Alors, de me faire confiance, je l'apprécie beaucoup. Je vais essayer, bien sûr, d'être à la hauteur de ce qu'on m'invite à faire à compter de maintenant. Maintenant, c'est effectivement à compter de maintenant. J'ai été nommé ce matin et je n'ai pas encore eu l'opportunité de faire le point complet sur l'ensemble de la situation actuelle. Je reconnais bien qu'il y a un empressement important. Il y a une annonce qui était faite de retour à l'école pour la semaine prochaine. Alors, je souhaiterais prendre les prochaines heures pour vraiment m'assurer que toute l'expertise est mise au rendez-vous pour soutenir une orientation qui serait celle qui sera au cours, je dirais, des prochaines heures ou de la prochaine journée, là, ou tout au plus d'ici jeudi. Alors, donc, je comprends que l'équipe gouvernementale me fait confiance pour aller chercher toutes les bases et leur solidité nécessaire pour appuyer l'orientation qui suivra. Merci. Maintenant, peut-être un suivi pour M. Dubé. Hier, on révélait qu'il y avait une quantité importante de masques N95 qui avait été mis aux enchères. Est-ce que, finalement, il semble qu'on aurait trouvé une nouvelle application. Quelle est cette application? Puis est-ce que le Québec peut vraiment se priver en ce moment de matériel aussi important? Bien, premièrement, pour mettre les choses très claires, là, cet appel d'offre-là avait été lancé au mois d'octobre, puis on a pris la décision très rapidement au cours des derniers jours que, dans le contexte où elle avait été préparée il y a 3-4 mois, le contexte était très différent maintenant, puis on a décidé très, très rapidement de retirer cette vente-là. Maintenant, je dois rappeler que entre autres, les masques en question n'étaient pas des masques qui étaient de nature médicale, mais qui étaient pour d'autres fonctions, car une des raisons pour laquelle il avait été considéré pour un appel d'offres
c'est parce qu'on ne pouvait pas les utiliser du côté médical sans avoir, par exemple, un plexiglas en complément. Donc, c'était pas du tout dans le contexte d'Omicron. Mais on a décidé, étant donné l'urgence de la situation avec la pandémie en ce moment, de mettre fin à cette vente-là et de s'assurer que si jamais on est mal pris, on aura quand même des masques qui ne sont pas de la qualité de ceux qu'on rend disponibles aux syndicats présentement, mais on aimait mieux les conserver. Alors, on a renversé la décision au cours des derniers jours. On va passer à Alex Boissonneau de Radio-Canada. Bonjour à vous. Ma première question s'adresserait au premier ministre. Croyez-vous que le docteur Arruda, dans son travail, a dû assumer à tort des responsabilités ou les conséquences de décisions qui revenaient aux politiques? Autrement dit, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le docteur Arruda aurait pris des coups pour le gouvernement? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que depuis le début de la pandémie, depuis 22 mois, Dr Arruda nous a fait des recommandations. Et puis, évidemment, là, c'était dans un contexte où il y avait beaucoup d'incertitudes. La science évoluait au cours de ces 22 mois. Donc, il a consulté, entre autres, les gens de l'INSPQ, les gens de l'INES, les autres docteurs spécialisés en santé publique au ministère de la Santé. Puis, au meilleur de ses connaissances, là, il nous a fait des recommandations. Puis c'est, je pense, ça relevait de son ressort de faire ce genre de recommandations. Merci. Ma prochaine question s'adresserait au Dr Boileau. Dr Boileau, comment voyez-vous votre rôle? Est-ce que vous croyez que vous avez les coups des franges pour prendre vos décisions, même si ces décisions devaient justement déplaire au gouvernement? Parce qu'il y a des gens qui disent que ce serait peut-être l'occasion maintenant de donner plus d'autonomie, plus d'indépendance au directeur national de santé publique. Écoutez, d'abord, je vois ma fonction comme celle du directeur national de la santé publique. C'est bien prescrit par le cadre de fonctionnement général qui est aussi sur une base législative. C'est vraiment d'assumer des fonctions de direction et de conseil directement auprès des autorités gouvernementales sur les enjeux, sur les dispositions qui sont à prendre aussi pour protéger la santé de la population. Pas juste sur l'Omicron, mais il y a d'autres variables qui viennent jouer. Donc ça, je pense que je comprends bien cette contribution attendue. Maintenant, est-ce que comment je vois cette disposition-là en termes d'indépendance, comme vous semblez le soulever? Moi, j'assume que cette fonction-là doit être indépendante et dans l'exercice que j'anticipe faire, elle le sera. J'ai l'expérience d'avoir été le président-directeur général de l'Institut national de santé publique, aussi de l'Institut national qu'on appelle l'INES, d'excellence en santé et services sociaux. Et dans ces fonctions-là, on demandait aux instituts que je représentais dans mes fonctions d'être indépendantes, ou indépendants plutôt. Et je pense que je vais l'assumer de la même manière. Et c'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça qu'on m'a fait l'invitation aussi. Et c'est pour ça que je l'ai accepté. On va passer à Fanny Lévesque de La Presse. Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous avez parlé à quelques reprises que de changer le visage peut-être du directeur national pourrait avoir certains avantages. Alors, lesquels, à votre avis? Ben, écoutez, répondre aux questions, puis justifier des décisions, ça amène un certain stress, surtout quand on le fait à répétition pendant 22 mois. Donc, ne serait-ce que du côté d'avoir l'énergie de le faire, je pense qu'il y a des avantages à avoir une nouvelle personne pour le faire. Mais est-ce que donc vous sentiez que M. Arruda s'essoufflait un peu ou avait plus de difficultés à expliquer les positions de santé publique? Ben, je pense qu'il a fait un excellent travail pendant les 22 mois. Je pense qu'il y a des avantages et des désavantages à changer de personne, mais à partir du moment où on en a discuté puis qu'il a convenu qu'il y avait peut-être plus d'avantages que de désavantages, bien, on s'est mis d'accord là-dessus. Parfait. Sur la 5e vague, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu à savoir, est-ce que le sommet, à votre avis,
est derrière nous? Est-ce qu'il est à venir? Et qu'en est-il pour les hospitalisations? Parce que je pense qu'il y a certaines prévisions qui circulent. Donc, le sommet de la vague, là, il est anticipé pour quand ou est-ce qu'il est dépassé? Je vais laisser le Dr Boileau pouvoir, si vous êtes confortable, à répondre à Dr Boileau. Je peux donner une portion de la réponse parce que jusqu'à il y a très récemment, j'étais le président directeur général de l'INES qui faisait ces projections-là. Alors, ce n'est pas juste l'INES qui fait ça, il y a aussi l'INSPQ et des expertises universitaires qui sont assemblées pour donner le paysage le plus, je dirais, le plus clair de ce qui s'en vient. Nous sommes dans l'anticipation d'un pic qui pourrait arriver sous peu. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est installé? Au moment où on se parle, on n'est pas capable de le confirmer. On espérait ça pour nous tous, ça va de soi, parce qu'il y a un enjeu de santé publique important, celui des défis auxquels le système de santé, particulièrement les hôpitaux, sont conviés. Là, ça, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, on a vraiment espoir que sous peu, on va commencer à avoir un ralentissement de la croissance. Mais pour répondre directement à votre question, est-ce qu'on a atteint le pic? Au moment de se parler, on n'est pas capable de confirmer ça. Il faudra attendre encore quelques jours. Espérons que ça ne sera pas très long, mais nous ne sommes pas en mesure de le confirmer aujourd'hui. Peut-être, si je peux compléter, Dr Boileau, Madame Lévesque, pour répondre à la deuxième partie de votre question sur l'impact sur les hospitalisations. Vous avez vu qu'on a modifié encore aujourd'hui ce qu'on publie, ce que Santé Québec publie tous les jours, pour montrer qu'en date d'aujourd'hui, on a maintenant 2500 hospitalisations. Mais encore une fois, je le répète, ces hospitalisations-là comptent ce qu'on appelle les cas COVID secondaires. Et les statistiques qu'on regardait hier, j'en parlais avec le premier ministre, maintenant, c'est environ 50-50. C'est-à-dire 50% de nos cas COVID sont des cas secondaires. Alors, si vous prenez le nombre d'hospitalisations aujourd'hui à 2500, puis que vous en enlevez la moitié, on est à 1250. Et ce 1250-là, c'est à quelques chiffres près le niveau 4 de délestage. Donc, le niveau le plus près là, de ce qu'on ne veut pas dépasser. Alors, quand on regarde les dernières prévisions de l'INES des derniers jours, qui montaient qu'on pourrait atteindre 2500 à 3000 hôpitaux, à 3000 hospitalisations partout. Donc, il faut comparer le 1250 d'aujourd'hui, que je viens de vous expliquer, avec un possible 2500 dans les 5 à 10 prochains jours. Alors, dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'on a eu des discussions très importantes avec les syndicats pour leur dire ce qu'on a besoin à très court terme. Puis quand je dis à court terme, c'est dans les prochains jours, parce que le prochain week-end qui s'en vient, ça va être notre week-end le plus difficile. Parce que c'est là qu'on va se rapprocher du fameux 2500. Et là, il nous manque du personnel, puis le premier ministre l'a dit, environ 1000 personnes dans nos hôpitaux, puis environ 1500 dans nos CHSLD. Alors, pour répondre à votre question, Mme Lévesque, excusez-moi si ça a été long, là, mais sur les hospitalisations, on est très, très proche d'ici une semaine d'atteindre un niveau qui va être très difficile à 2500. Alors, j'espère que ça répond correctement à votre question. On va passer à Nicolas Lachance du Journal de Québec. Bonjour à vous. De plus en plus de personnes, là, on voit leur chirurgie remise en raison du délestage. Des gens qui souffrent depuis longtemps, qui ont, pour la grande majorité, là, sont doublement vaccinés, respectent toutes les consignes sanitaires. Parallèlement, 50% des lits et des soins sont maintenant réservés à des personnes non vaccinées malades de la COVID. Que répondez-vous aux citoyens malades qui estiment que le Québec privilégie les droits des non-vaccinés à être soignés au lieu des droits des personnes complètement vaccinées qui pourraient également mourir, par exemple, d'un cancer ou avoir des séquelles à long terme en raison des opérations retardées? Bien, écoutez, il y a deux choses. C'est qu'on va essayer de minimiser cet impact-là comme on le fait depuis le début. Ce que je vous dis puis que je viens de vous expliquer, c'est qu'on est très, très proche d'un point de non-retour, là. Lorsqu'on pense qu'on peut ajouter peut-être encore 1000 hospitalisations dans les prochains jours, si on n'a pas encore atteint le plateau dont parlait le Dr Boileau tout à l'heure, il va y avoir on est rendu au maximum probablement dans plusieurs de nos régions au Québec, le maximum de délestage. Donc, pour répondre à votre question, c'est pour ça qu'on est
absolument besoin, et c'est pour ça qu'on a eu de bonnes discussions avec les syndicats, de trouver des mesures. On n'a pas des mois pour les trouver, c'est une question d'heure, une question de jour, d'avoir les bonnes mesures pour qu'il y ait du personnel supplémentaire qui vienne nous aider pour qu'on n'ait pas à faire de délestage ou des mesures additionnelles. Soyons très clairs, là, c'est une question de jours. Alors, j'espère qu'on pourra avoir une discussion qui va bien se terminer dans les prochaines heures avec les représentants syndicaux. Et je les remercie pour le temps qu'ils nous ont donné au cours des derniers jours. Mais si jamais on ne peut pas avoir une entente rapide, bien, on va devoir mettre en place dans les prochaines heures des mesures qui vont nous permettre d'aller chercher des gens pour être capables de minimiser l'impact sur le délestage ou le report de chirurgie. Merci. Le statut de Dr Boileau ne semble pas très clair. Là. Pour l'instant, c'est par intérim. Est-ce que ça veut dire que dans les prochaines semaines, prochains mois, il pourrait y avoir un concours ou y avoir justement des entrevues avec d'autres spécialistes? Est-ce que vous avez seulement M. Boileau en tête et vous attendez avant de le soumettre officiellement à la population, ou il pourrait y avoir une course à la chefferie? Bien, écoutez, je vais vous dire, premièrement, comme on l'a dit quelquefois là, depuis le début du point de presse, on est chanceux d'avoir trouvé le docteur Boileau avec toutes les compétences qu'il a, mais surtout, en plus, être capable d'embarquer dans le rôle que jouait le docteur Arruda à pied levé aussi rapidement. En raison des compétences, en raison de sa connaissance des dossiers, il est capable de parler avec l'équipe qu'il connaît bien. La plupart des intervenants de l'équipe de santé publique, c'est des gens qu'il connaît, qui travaillent avec les gens soit de l'INES ou de l'INESPQ. Alors, moi, je dois vous dire, c'est pour ça qu'on leur remercie d'avoir accepté le défi. Maintenant, sur une base intérimaire, je pourrais vous dire qu'en ce moment, notre focus, là, c'est de sortir de cette vague-là puis d'essayer de limiter les dégâts le plus possible. Est-ce que, puis le premier ministre l'a dit, moi, je pense qu'on regardera aussi les recommandations qui peuvent nous venir de différents intervenants. Je pense entre autres au commissariat à la santé publique de Mme Castonguay. On va regarder la nouvelle façon qu'on peut faire, mais en ce moment, notre priorité, elle est vraiment de travailler sur la quatrième vague. Et là-dessus, M. Boileau peut nous donner un coup de main, là, mais aujourd'hui, il est entré en fonction ce matin, puis il y a déjà des dossiers qui sont sur son bureau pour des décisions dans les prochaines heures. Et ça, encore une fois, on le remercie d'avoir accepté ce grand défi-là. Merci. On va passer à Olivier Bossé du Soleil. Bonjour, messieurs. Monsieur Boileau, j'aimerais connaître votre point de vue sur la contribution santé et la vaccination obligatoire. Bien, écoutez, merci de me poser la question, mais je ne veux pas vous décevoir, mais aujourd'hui, je ne serai pas en mesure de vous donner une opinion là-dessus. C'est une disposition que je comprends être déjà en réflexion. Et là, je vous parle de la contribution santé. Et donc, je vais laisser le cheminement de l'exercice se faire. Je ne crois pas que je dois m'installer sur cet enjeu-là immédiatement. Il y a des préoccupations d'une autre nature. On en a parlé de quelques-unes qui vont prendre toute mon attention dans les prochaines heures ou les prochaines journées. Mais sans doute que je serai interpellé sur cela et je verrai à ce moment-là de comment les dispositions scientifiques peuvent ou non appuyer des orientations comme cela, s'il y a lieu, parce qu'il y a des limites là, à la prétention d'un directeur national de santé publique de donner des avis sur tout. Il faut surtout regarder les cheminements qui peuvent avoir un impact sur ce qu'on cherche le plus, c'est-à-dire un contrôle de cette épidémie-là, puis de cesser les risques pour un système de santé comme ceux qui sont exposés actuellement, vous l'entendez. Quant à la vaccination obligatoire, c'est sûr qu'on entend à travers le monde qu'il y a des initiatives qui sont portées, puis des gens qui croient dans cette orientation-là. Il est beaucoup trop tôt en ce moment pour moi de me manifester là-dessus, mais je l'entends. Mais je ne crois pas que je pourrais aller plus loin aujourd'hui, plutôt vous dire que toutes les réflexions seront faites à point nommé lorsque ce sera nécessaire, mais ça ne se passera pas aujourd'hui. Merci. Monsieur Legault, la démission de M. Arruda, vous le dites, vous côtoyez presque quotidiennement. Est-ce que c'était une si grande surprise pour vous? Vous l'avez vu venir à partir de quelques jours, quelques semaines? Ramenez-nous dans le temps un petit peu, s'il vous plaît. Ben, écoutez, comme je le disais, 22 mois,
puis vous l'avez vu, vous l'avez constaté, ça n'a pas toujours été facile, dans le sens de justifier toujours ses décisions, de se faire critiquer. C'est pas facile pour personne. Donc, d'une certaine façon, je trouve ça presque normal qu'après 22 mois intenses comme ça, il y ait quelqu'un qui se dise j'ai peut-être assez donné. Donc, je le comprends, puis je trouve ça normal. Et une dernière question en français avant de passer en anglais. Simon Bourassa de Nouveau. Oui, bonjour messieurs. Question pour Dr Boileau. Je sais que vous allez parler du retour en classe un peu plus tard cette semaine, là, mais quand même, concernant la ventilation dans les écoles, contamination par aérosol et tout ça, quel est votre point de vue, vous, là-dessus? Je sais que le Dr Arruda ne s'en inquiétait pas nécessairement dernièrement, mais vous, comment vous voyez ça? Bien, comme je vous le mentionnais plus tôt, j'ai pas pu prendre connaissance de tous les aspects de tous les dossiers actuellement. Je crois toutefois que l'exercice scientifique a été fait avec soin et qu'il y a des avis qui sont déjà sur la table et qui sont en place pour ces aspects-là. Alors, nous verrons s'il y a lieu des ajustés, des moderniser. Vous savez, dans cette pandémie-là, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut gagner aussi en agilité et en humilité parce qu'il y a des données scientifiques qui progressent un peu partout. On les utilise pour mettre à point les meilleures recommandations. Alors, soyons attentifs à cela. Mais pour l'instant, je vous dirais qu'il y a déjà des avis qui ont été formulés et qui m'apparaîtraient, à prime abord, suffisamment solides pour être maintenus. On verra. Merci. Puis, Monsieur le Premier ministre, vous en avez parlé tantôt, là, faut faire attention dans les comparaisons entre les statistiques entre les provinces, mais reste qu'on a des niveaux d'hospitalisation qui sont similaires avec l'Ontario présentement. Eux n'ont pas de couvre-feu, moins de gens vaccinés aussi. Comment on explique ça? Est-ce que c'est dans l'adhésion aux mesures sanitaires qu'il y a une si grande différence dans ce qu'on voit? Bien, prenons le cas, le nombre de personnes aux soins intensifs. En tenant compte de la population du Québec et de l'Ontario, on est au même niveau que les deux, là. Donc, il n'y a pas de différence entre le Québec et l'Ontario. Pour ce qui est des hospitalisations hors soins intensifs, bien, comme Christian le disait tantôt, au Québec, 50% de ces hospitalisations sont des personnes qui sont venues à l'hôpital pour d'autres raisons que la COVID, mais sur lesquelles on a constaté qu'il y avait la COVID. Donc, il faut être très, très prudent dans les comparaisons. Mais quand je parle au premier ministre des autres provinces, là, je sens que la situation est très comparable dans les différentes provinces au Canada. On va passer aux questions en anglais, ou we'll switch to questions in English, and we'll start with the people in the room. So CTV first. Good afternoon. I just want to talk about Dr. Arruda for a moment. And I'd like an answer for all three if that's possible. Do you stand by his medical advice, his public health advice up until now? And why not keep him on? Because he seems to have suggested he would have kept doing the job had you asked. Okay. First, the answer is yes, I stand by. Because the recommendations he made with the information he had when he made those recommendations, I think that it was coming from after consulting other experts, including INSPQ and INS. And I think, like I've said, that there are some advantages to have somebody new after 22 months, because it's a very heavy burden to have to justify almost every day in front of journalists all your decisions. So I think there are some advantages to have a new person. And I will take the occasion, if you don't mind, to thank Dr. Arruda, because of I think we know for everyone how tough the last 22 months have been, but I just share my personal experience of being in the management on a daily basis of this pandemic. I know I had some discussion with Dr. Arruda, and I would say
And I mentioned that earlier this week. That was really tough on him on a personal basis, on the reaction to different opinions. So we respect all the opinion that he has been provided. But I think that, as I mentioned, he deserves a good break, and I wish him a good holiday over the next few weeks. And just on the, Doctor, would you mind answering that question if you're able to in English? In regards to Dr. Arruda? Yeah, exactly. Well, as I said it before, Dr. Arruda is a very, very good colleague and a friend. And I know him since a long time, and he has strong knowledge and expertise. He's brilliant. He has a level of devotion that has not been compared almost so far in our public health domain, which is remarkable. And he's very sensitive, so he's a great human being. And having the opportunity to follow his path is a challenge that I recognize as very important. And I thank a lot the government for the trust they have in me. But it's a great challenge because Horacio has been a great leader, and I think that his numerous advice has been strongly supported, as it could have been, with the science that was available at every moment. So I'm confident that the way he did things will support me and the rest of the team to continue this really difficult adventure. And Premier, on this unvaccinated tax, this is really unprecedented for Quebec, for Canada, to levy a healthcare premium on someone who's unvaccinated. I mean, I know we do similar things with cigarettes. They're taxed. People who smoke have to pay more for them, but they don't have to pay more for healthcare. How do you expect to roll this out? There's going to be a lot of legal challenges to this, ethical challenges, whether someone can't afford it, they're unvaccinated, that's their choice. How are you going to manage this? This is a big deal. Okay. Yes, it's a big deal. If you look at what's happening in other countries or other states, everybody is trying to find a solution, question of equity, because right now, these people, they put a very important burden on our healthcare network. And I think it's normal that the majority of the population is asking that there be a consequence. And yes, we will continue to look at spreading the use of the vaccine passport. But I think we have to go further. And I think that right now, it's a question also of fairness for the 90% of the population who made some sacrifices. I think we owe them this kind of measure. Gloria Enriquez from Global News. Good afternoon. My first question is, seniors and community groups who help them are concerned that too many elderly are falling through the cracks when it comes to getting their booster shots, either because they don't know how to book online or they don't have anyone to help them. So what can be done to make sure as few seniors as possible don't get left out when it comes to getting their booster shots? Well, first, what we did is we had a general tour, I might say, of CHSLD and RPA in the early days of December, the minute we started the third dose, the booster dose. We understand that, and that's one of the reasons that sometimes it's more difficult for elderly people, to maybe have access to do the appointment themselves. And that's the reason we have been asking people to help them. Now, I know there is some issues sometimes with Clic Santé, and I've been asking Daniel Paré in the last few days to see how we can maybe facilitate
the appointment for those people. But the second thing that I would say, and we're looking at every steps to accelerate the third dose, and one of them is to facilitate after a certain hours that people can have with no appointment basis after a certain hours. And now you've seen in the last few days we have been able to reach our 100,000 vaccination per day. We're adding a new site. We're adding the businesses to help us. As you know, the pharmacies are there. So I think given where we are today, we passed this Christmas period. So for all those reasons, I think we'll be able to go for a second round for those people that are 60 and over. And that's what the Premier said. Those are the people that should get their third dose as quickly as possible. So we'll take every means to make sure that we join them right now. Thank you. And my next question is for Premier Legault. Will you be considering nominating the next public health director by 2/3 of National Assembly as suggested by Québec solidaire? Yeah. I think that the priority for the next weeks and months is to really go through the actual situation, go through the fifth wave. After that, we'll consult, including the commissary, about reorganization. I think we have to review the ways we're managing healthcare, public health, and also the two institutes, INSPQ and INES. And of course, we need to find a way to that they be independent, but also we need also that they be accountable to give us all the information we need. So it's a balance that it's not easy to put together, and we're open to suggestions, but it won't be in the next few weeks for sure. Okay, so it sounds like Dr. Boileau is staying on for a few months in this position. Okay, thank you very much. We'll switch to a few questions online, and we'll start with Kathleen Thomas from Montréal Gazette. Hi, good afternoon. My first question is for either Mr. Legault or Mr. Dubé. Why do you think COVID is still spreading so much when we have the lockdown and the curfew? Where is transmission coming from? Well, I think we have seen the number of cases going down in the last few days, but this is not the only way of saying that the number of cases are coming down in general, because as you know, we have restricted the number of people that can go and get into those testing facilities, and we have limited to now the health workers. So there are some reason, and many reasons, I would say, that we have seen a reduction. But what we do see is also, can I say, a positive impact on the people being tested. The positivity rate has decreased. Is that the only good news? I think that's a positive information. Now, but I would say is if we can, and I've mentioned that many times, we've seen, and Dr. Boileau already seen it because he has been the one making those forecasts on hospitalization. We've seen the number of entrants in hospital coming to a plateau in the last 4 or 5 days. So I think we cannot right now measure the cases for all the reasons that we discussed, but I think if we measure the number of hospitalization entries, I think there could be the positive of, and all those specialists that follow, seeing that there is a plateau. That's what we hope, but I think, as he mentioned a few minutes ago, it will take a few more days before we can see that there is this plateau. But let's wait. And that's the reason we think that right now the curfew has brought some of those impact. We'll see in the coming days what will be the next decision. But hopefully this is a plateau that we can justify over the next few days. And maybe I would like that Dr. Boileau
tell us, because he knows a lot better than I do, about the number of days it takes. But the way I understand it, the last measures were announced starting December 31, including the curfew. So usually you have to wait about 10 days before seeing an impact on the number of cases, and another 10 days for the impact on hospitalization. So right now, today, we are January the 11th. So I think we'll see the impact in the next week. Is that, yeah, exactly. It has been said very clearly. So the point is that, to answer to your question, obviously, and there's no doubt with it, the level of transmission of the virus in the community has been lowered. The contacts have been lowered, so there will have certainly an impact on the transmission of it. And what we're observing right now is difficult to really answer perfectly to your question because of our ways to capture the level of contamination inside the community. The situation has forced some adjustment in those methodology. So, but exactly what the Premier just said, it is certain that the infection is not beginning with an hospitalization. Normally, you'll be in contact, you'll have a period where you do not have any symptoms, which is the incubation period, and then after, you might, if so, have the infection and the infection symptomatically, but a lot will not even have symptoms. But to enter a process that will lead you to get to the hospital, it will take much more days. And this is why there is a span of time between the measures that has been taken, those policies that has been taken in middle December 22nd, 23rd, if I remember well, and the December, at the end of December. So we expect those measures to have their impact in the actual moment or in the near future. So we have to wait and be very careful with those expectations, but certainly there has been a serious impact on the transmission of the virus. Thank you. My second question is for Dr. Boileau. I'm wondering, what do you see as the path to get out of this wave of the pandemic? I am sorry. We didn't hear your question. Sorry. What do you see as the path out of this wave of the pandemic? We didn't hear your question. Sorry. How do you think we're going to get out of the fifth wave of the pandemic? Well, I think that first of all, it's something that has a lot of uncertainties. It's a new wave. It's a new variant, and the expectations are that normally with certain contamination or a pandemic, you will have high and very low progression of it in the community. But I think with the measures that have been taken and the others that might come or be adjusted, and with the great willingness, it's mostly, I mean, it's related, and I should have answered it more quickly, but the solution is through the vaccination. I mean, there's no way that a community, without taking major risk, will get through this pandemic without being really attentive to the vaccination. If we would not have had the vaccination so far in Quebec, it would be a catastrophic situation right now. And everyone knows that, and it's the same for other jurisdictions. So we benefit right now from the very strong devotion to vaccination for most of the people. Of course, it has been said that there are still some people that will hesitate, and we strongly suggest them to get through that, but it's the main way to reduce it. Of course, there are other ways that are coming on, some medications, and probably medical progress for taking care of people that are really vulnerable or to prevent the development of it. But it's not on the table right now, so we have to focus on the vaccination. The other tools might come on the way, but let's face it, it's the vaccination. We'll go to Jennifer Ewan from CBC. Hi, this question is for Premier Legault.
Dr. Arruda in his resignation letter cited that he saw an erosion of public trust. What do you say to those who say he's taking the fall for mistakes that you made? I think that Mr. Arruda, Dr. Arruda, did a very good job for the last 22 months. Of course, it wasn't easy to justify all decisions. It's not easy about every day to answer media's questions. So I think him and us thought that there would be some advantages to have a new person to answer all these questions and justify all these decisions. So I think it's a common decision. Right. And my second question is about increasing transparency. Some public health experts that we've been speaking with say that we need to see more transparency to ease the frustrations of the public. And one of the ways that has been proposed is for public health to release its recommendations independent of what the government decides to do. What will you commit to doing to increase transparency, to make sure people know decisions are made based on science, not on polls? First, you can ask questions to the National Director of Public Health at least once a week. Second, I think every day we publish some figures, some detailed figures. So I think that all the information we have is transmitted to the medias. That's it. Perfect. And we have one last journalist, Jacob Cerebran from Canadian Press. Good afternoon, gentlemen. Mr. Legault, when you received Dr. Arruda's letter of resignation, did you consider at all not accepting it and keeping him on? I think I consider the advantages and disadvantages of accepting the proposal. I think I've noticed, like you, like everybody in Quebec, that it's not easy. His decisions and our decisions were challenged. And I'm not saying that the people who challenge our decisions were right, but of course it needs a lot of energy to do so. And I think after 22 months, I think that there are some advantages to have a new guy, a new person in charge of that. Thank you. And for my second question, Dr. Boileau, you mentioned Dr. Arruda is a friend of yours, a longtime colleague. What changes at Public Health now? How will your approach be different from his? Well, as I said, I know Dr. Arruda because we're not that numerous in the public health domain in Quebec as in the rest of Canada. And so we know each other. And Dr. Arruda is a very good person, and I'm very proud to be one of his colleague and friend. What your question is about the changes that might appear in the progress of my involvement. I think that, first of all, I should take the relais and try to do my best with the way things were structured. I have access to a lot of expertise. I won't do this alone. There's a lot of expert, very great institutions, and people all around the healthcare system, inside the ministry, but also on the field, that will contribute to the best management of it and the best proposal for the government as scientific or public health advisors to progress. So maybe my style might be different, but certainly that I will work in consideration that I would be unable to do it alone. So I'm greatly confident that all the experts and their institutions or the people inside the community of clinicians from all sides inside the Quebec will be put to contribution as the best as I can.